Alors, bonjour à tous, ici Marianne Hoguin et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, jason de golf. C'est pas la première fois que je vous en parle et c'est certainement pas la dernière. Dans mes entraînements, dans mes courses, mais aussi dans la vie de tous les jours, écoutez, au travail, en voiture, en magasinant, peu importe, je mange des Golf NAC puis je m'entende pas. Les Golf Ultra Énergie ont le rapport idéal entre les glucides et les protéines pour vous permettre de tenir le coup et éviter les chutes de sucre. C'est 140 calories de bonheur, c'est 17 grammes de glucides, 3 grammes de protéines et 200 mg d'électrolytes pour compenser pour tout ce qu'on perd en transpirant. Puis avec 4 saveurs, on peut rotationner puis jamais cette année. Érable, mes préférés, mais aussi chocolat, vanille et caramel salé. Il y a même des packs variétés pour goûter à tout. T'es convaincu? Va sur le nac.com, remplis ton panier, puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 152e épisode de Pas sorti du bois. Sans surprise, vous avez entendu en introduction, c'est une voix que vous connaissez bien parce que c'est la collaboratrice la plus intense, non, c'est pas la plus intense, la collaboratrice la plus régulière de Pas sorti du bois, Marianne Hogan, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir encore une fois. Ben écoute, c'est un plaisir. C'est toujours le fun de jaser, de catch-up avec toi, de voir comment les choses vont. Ça a bougé beaucoup depuis le dernier épisode qu'on a fait ensemble avec Alex au moment où vous reveniez du Speed Project. On l'a entendu en introduction. Tu es allé avec le classique Bienvenue à Pas sorti du bois que tu avais déjà dit plusieurs fois les nombreuses fois que tu es venu, mais adressons-le en partant avant qu'on parle de drink. En route vers Western State, pas 2023. Je ne sais pas si ça va se produire en 2024, potentiellement que ça va être dans l'horizon, mais je pense que pour 2023, là, je vais devoir tirer un trait là-dessus. Je me suis pas encore désinscrite, mais c'est quelque chose que je dois faire dans les jours à venir. C'est la dernière étape pour clore le chapitre Western States 2023. Ouais, je comprends. Écoute, t'en parles en riant. On va pouvoir raconter un peu, tu vas pouvoir nous raconter ce moment-là depuis Boston, ce qui en est suivi. Je tiens à le dire en partage, j'apprécie le fait que tu acceptes de te livrer comme ça, que t'aies pas hésité. On s'est parlé un peu après. Pas, je veux dire, ma première question n'était pas Marianne, on fait un épisode là maintenant que c'était plus comment ça va et tout. Puis rapidement, tu m'as dit si t'es game de continuer, on continue. Puis je suis comme justement, tu sais, c'est peu importe ce que tu peux vivre, les gens peuvent le vivre. C'est ce qui est beau de cette série-là depuis le début, c'est que j'ai l'impression que les gens vivent à travers toi aussi ce que toi tu vis, mais ce que eux, ils ont des référents, des équivalences dans ce qu'ils vivent eux autres au quotidien dans leur entraînement. Puis malheureusement, c'est un sport qui un haut risque de blessure si on compare à d'autres. Donc, ce que tu peux vivre en ce moment, ça va être intéressant. Je sais pas comment le dire, intéressant, on dirait que c'est positif, mais ça va être intriguant de comprendre comment tu as vécu ces choses-là. Puis aussi, je pense que les gens peuvent se voir à travers ton histoire aussi. Donc, j'apprécie beaucoup que tu continues d'être dans cette transparence-là depuis le début, là. Oui, puis je le dis en riant parce que ça m'a pris un bon 3 semaines là, en arriver au rire aujourd'hui. Évidemment, le processus n'a pas été aussi drôle. Et puis j'en ris parce que je dois apprendre de mes erreurs, puis on en discutera, là, mais c'est des erreurs qui ont fait en sorte que je ne pourrais pas me présenter sur la ligne de départ de la Western States. Et puis c'est sûr que ça m'a attristé beaucoup pendant quelques semaines, mais maintenant j'essaie de faire en sorte que je garde le côté positif pour pouvoir revenir sur une ligne de départ. Je ne sais pas si c'est la Western States qui sera la prochaine, mais je vais essayer de m'assurer que je vais pouvoir retourner. Pas de doute là-dessus. Ouais. Avant qu'on parle qu'on reste dans ces grands sujets-là, qu'est-ce que tu bois de ton côté, sujet léger? Ouais, écoute, moi, je bois une petite Lagunitas. Ça s'appelle une Hoppy Refresher. Fait que c'est comme une eau dans laquelle ils mettent de l'houblon. Donc, ça goûte un peu comme une bière, mais c'est de l'eau. C'est intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à maintenant. Une eau pétillante houblonnée, c'est comme Ouais, c'est un délicieux. penchant de la bière sans alcool. C'est quelque chose que tu trouves ailleurs qu'à Boulder au Colorado?
Aux États-Unis, il y a plusieurs versions. Au Québec, j'en trouve une, je pense que ça s'appelle Vine ou je sais pas trop. OK? Mais je trouve que ça goûte meilleur que de la bière sans alcool parce que de la bière sans alcool, ça a quand même un goût plus prononcé. Tandis que de l'eau houblonnée, ça a juste vraiment le goût de l'houblon. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Puis, c'est un choix qui est plus raisonnable par moment. Ouais, c'est excellent. Moi, je suis allé dans le pas raisonnable parce que ça fait 2 mois que je suis dans les cafés du vendredi. Puis j'ai le plaisir de boire un café avec un invité chaque semaine. Mais là, je l'ai annoncé la semaine passée. Tranquillement, on va transitionner vers des épisodes plus réguliers. En route avec toi sera en route vers des épisodes réguliers aussi pour le reste du printemps. Donc, je me dis, garde, lançons ça avec un classique, le retour de la catnip de chez Noctem. Noctem, qui est toujours et encore le partenaire alcoolisé du podcast. C'est juste que Café du vendredi, c'est embêtant de boire de l'IPA le matin en jasant avec les gens. Quoi que je recevais casquette verte la semaine passée, ça aurait presque passé. Ça aurait pu passer, ouais. Un collègue à toi chez Salomon, casquette Ouais, verte. peut-être que c'est ce qu'il buvait dans sa tasse de café. On ne le saura jamais vraiment. Ben, avec le décalage, lui, il était quand même très tard. Fait que Ah, lui, ok, bon, ben lui, voilà. c'était correct, mais moi, j'étais sur le café, je le confirme. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, cheers, d'abord. Cheers, santé. Santé. Maintenant, repartons, en fait, d'où on a laissé au dernier épisode. Tu revenais du Speed Project en Californie. Tu t'en allais à un camp d'entraînement Salomon, suivi de quelques jours plus tard du marathon de Boston. Parle-moi de cet enchaînement-là qui était un bon combo choc en préparation pour ce qui s'en venait. Ouais, fait qu'en fait, je suis revenue du Speed Project. J'ai essayé de prendre une semaine un peu plus relax. Mais comme je l'ai mentionné depuis le début, en fait, depuis l'UTMB, moi, j'ai toujours des douleurs là, à mon psoas. Donc, tout mon côté gauche est toujours extrêmement tight. Euh, et puis, en fait, j'ai comme appris un peu à vivre en courant dans l'inconfort, juste parce que j'avais la tête dans mes objectifs pour 2023. Mais c'est certain que c'est de l'inconfort qui m'inquiétait toujours un peu. Je me disais, tu sais, je sais pas où est-ce que je vais atteindre la limite de mon inconfort, puis où est-ce que ça va devenir un ultra gros problème. Et donc, je me suis lancée après le Speed Project là, dans le camp Salomon, qui était au Portugal. Et j'ai eu énormément de plaisir. On a eu vraiment des belles journées. Ça avait l'air En- vraiment d'une belle gang. Tu sais, on Ouais, en voit ouais. plein de camps d'entraînement, des images comme ça, mais là, on sentait qu'il y avait une chimie forte. En tout cas, c'est ce qui transparaissait à travers les médias sociaux, mais ce que tu racontes, ça a l'air d'être ce qui s'est passé pour vrai, là. Ouais, absolument. Tu sais, moi, c'est sûr que je suis une fille en fait, j'adore courir en gang. L'environnement, camp d'entraînement au Portugal, c'est sûr que ça fait en sorte que moi, aussitôt qu'il y a une course, aussitôt que la course est de X nombre de kilomètres, c'est sûr que moi, je veux la faire au complet. Puis si j'ai des petites douleurs qui apparaissent, c'est sûr que moi, je vais, je vais vouloir prôner l'expérience au-delà de la performance. Et puis, je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé au Portugal pour moi. J'ai couru beaucoup, j'ai couru énormément, surtout après, je pense, le Speed Project. C'est des grosses journées, mais qui, je pense, sur un corps 100% en santé, aurait passé, sans aucun doute. Je pense que la Marianne de 2022 aurait pu faire ce camp-là sans aucun problème. Mais la Marianne de 2023 était pas du tout prête pour tout ça, dans le sens que j'avais encore de l'inconfort, là. En fait, c'est très dur à expliquer, mais je pense que le résultat va être très clair. À gauche, en fait, c'est que mon psoas, c'est toujours super tête. Ça fait en sorte que ma fesse est toujours vraiment tête. Puis à chaque fois que je cours, je descends, ça cogne, puis je commence à avoir vraiment très inconfortable à gauche. Puis je suppose qu'il y a aussi de la compensation qui devait se faire. Nécessairement, quand on a de quoi qui est tête, un muscle, une articulation, souvent, ça se met à faire mal de l'autre bord parce qu'on compense. Oui, mais là, en fait, je pense que ça compensait plus à gauche, dans le sens que tout OK. mon côté gauche était tellement tête que je Ouais. pense que tout faisait en sorte qu'on essayait juste de soutenir ma jambe, qu'il y a de la difficulté quand même à absorber le volume et tout ça. Donc, le camp se passe quand même bien. Je suis quand même très contente de comment ça se passe au niveau de ma forme. Je suis pas au pic de ma forme, mais j'étais quand même satisfaite. Je reviens, je suis dans un énorme high. D'autant plus par l'expérience que par l'entraînement. Je pense que j'étais très satisfaite de tout ça. J'ai atterri à Boston, puis je suis aussitôt fessée avec un énorme rhume, là, comme un rhume tu sais, qui me tient au lit. Là. Je suis arrivée le vendredi, le samedi, j'étais morte, là, j'étais au lit, ça n'allait pas bien. Et puis, mon avant-dernière journée au Portugal, j'avais commencé à sentir mon pubis. Que, tu sais, c'est quand même particulier parce que j'avais pas mal. C'est juste que tout d'un coup, ben, je le sentais. Et puis, on s'entend qu'on sent jamais notre pubis, là. Je veux dire, moi, jamais dans ma vie, à moins que
je comprends que peut-être potentiellement les femmes enceintes puissent sentir ça à un certain moment donné. Mais je me suis pas posé de questions parce que ça me faisait pas mal. C'était encore une fois juste une sensation. Et puis, je t'avouerai que quand je suis atterrée à Boston, j'avais un énorme rhume. Je me sentais pas très bien. J'étais un peu sur décalage horaire. J'ai laissé les 2 journées passer sans trop me poser de questions par rapport à la sensation que j'avais au pubis. Et puis, on s'est lancé sur la ligne de départ de Boston. Et puis, évidemment, c'est parti quand même assez vite, là. J'ai fait le demi-marathon, je pense que je suis passée en 1:21, fait qu'un pace plus rapide que ce que je courais, Tu évidemment, nous avais en entraînement. partagé que l'objectif, c'était de suivre ton frère le plus longtemps possible, ce qui Ouais, t'avait bien servi comme stratégie à Toronto l'an passé, qui est ouais, encore c'est la juste, stratégie cette année. oui, c'est juste que mon frère a couru 2h39 cette année, donc Ah c'est ouais. sûr que la coche était plus élevée. Je l'avais mentionné que je pensais que mon frère était plus en Ouais. forme cette année, On le félicite effectivement. d'ailleurs parce que c'est vraiment très solide. Puis même la progression depuis Toronto l'an passé, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant, surtout qu'on avait beaucoup parlé de son entraînement, là, à savoir l'année passée, il avait fait un entraînement qui était beaucoup plus axé sur la vitesse, un entraînement beaucoup plus axé sur un marathon pur et dur. Tandis que cette année, on a changé beaucoup son approche. Il a changé, là, c'est sûr que on en a discuté, mais il a axé beaucoup plus ça sur le volume. Mhm. Et puis parce que c'est ça qui lui manquait, lui, pour Toronto. Puis la différence, elle est énorme, là. On a fait 2h47 à Toronto, puis 2h39 à Boston. Donc, mais c'est sûr que 2h39, en toute honnêteté, moi, sans entraînement marathon, c'était un peu chaud, comme on dit. Donc, je te dirais que c'est ça. Donc, le premier demi-marathon, 1h21, puis là, je commençais quand même en fait, la douleur, je te dirais que commençait de façon plus flagrante au kilomètre 25. Ça s'est prononcé premièrement, c'est comme si mon quad c'est vraiment, vraiment tendu, comme j'avais le quad tight. Puis là, je savais pas trop parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fatiguée du camp d'entraînement? Est-ce que c'est parce que j'ai un rhume? J'avais tout ça qui se passait dans ma tête. Et puis, là, tout d'un coup, je réalisais que, en fait, mon corps, il fonctionnait plus très bien, là. Donc, j'avais définitivement une douleur à l'entrejambe, là, je vais l'appeler, puis je savais pas trop c'était quoi. Au début, j'étais persuadée que c'était plus ligament ou Mhm. musculaire. Fait que j'ai décidé de ralentir. J'ai ralenti le tempo, puis aussitôt que je me suis mis à ralentir, c'est comme si l'adrénaline a complètement lâché. Et puis là, en fait, là, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment mal. Et puis là, je me disais, merde. Puis je savais pas trop encore parce que c'était vraiment particulier comme endroit. J'avais l'impression que c'était plus musculaire ou même un ligament. Puis je me suis juste dit, je vais courir relax là, jusqu'à la ligne d'arrivée, dans le sens que c'est quand même assez, je sais pas si pour ceux qui ont fait le marathon de Boston, là, moi, hein, j'ai été surprise à quel point c'est quand même compliqué. Là, si on décide de s'arrêter sur le marathon de Boston, là, tu sais, c'est barricadé par des clôtures. C'est pas comme une trail où tu peux juste Ouais. t'arrêter sur le côté puis débarquer du sentier, puis personne ne sait que en fait ça arrive. C'est barricadé à fond, il y a des grosses foules. Fait que finalement, j'ai dit, écoute, je vais me rendre jusqu'à l'arrivée. Puis une fois à l'arrivée, là, j'ai compris que c'était un problème plus gros puis même les 3 derniers kilos, là, les 3 derniers kilomètres, je les ai marchés. Fait que les jours qui en ont suivi étaient quand même assez difficiles. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment particulier, en fait, comment je suis passée d'un énorme high au camp Portugal, en fait, en passant des journées exceptionnelles pour finalement arriver au marathon de Boston où c'était vraiment pas très, très plaisant. Mhm. J'ai eu, comme je te dirais que c'était quand même assez compliqué, là, notamment parce qu'au début, j'avais un gros rhume, j'étais très essoufflée. Puis finalement, ben, j'ai fini par avoir quand même une grosse douleur. Euh, et puis, j'étais tellement encore dans mon monde Portugal où tout allait bien, puis encore focus Western States que même après, tu sais, quand j'avais de la misère à marcher, j'étais persuadée que c'était un muscle ou un ligament. Et puis, je me disais, tu sais, je vais prendre 3 jours off, puis on va être reparti, puis tout va être beau. Euh, et puis, dès le départ, là, en fait, c'est un peu l'opinion que j'ai prise. Mais rapidement, j'ai compris en fait, pas très rapidement, là, je suis allée voir des spécialistes et puis mon physio m'a informé en fait, ça a été très clair pour lui là, que dès le départ, que c'était probablement une fracture de stress, qui a été une nouvelle qui a été énormément difficile à accepter. Je te dirais probablement la nouvelle la plus difficile que j'ai eu à accepter dans ma vie. Je comprends qu'il y a des gens qui vivent des drames plus gros, mais pour moi, ça a été un énorme choc. Je m'attendais pas du tout à voir ça, une fracture de stress du pubis.
Et puis, les jours qui en ont suivi étaient difficiles parce qu'il a fallu que j'attende, en fait, d'avoir une résonance magnétique pour avoir la preuve du diagnostic. Mais plus on avançait, en fait, j'étais certaine là, que c'était en effet une fracture de stress parce que quand mon physio m'a touché l'os, j'ai réagi fortement. C'est pas ma première fracture de stress, donc j'avais quand même de l'expérience à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, commun chez les coureurs? Parce que moi, c'est la première fois que je l'entendais, mais je veux dire, je suis pas professionnel de la santé. Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant que tu me demandes ça parce que moi, j'avais jamais entendu ça non plus. Hmm. Même que j'étais tellement surprise. Puis, tu sais, quand mon physio m'a dit ça, c'est Rémi Bergeron qui travaille avec la clinique du coureur. Euh, j'ai dit, écoute, j'étais vraiment, en fait, j'étais un peu en denial. Puis, je disais, de quoi j'ai une fracture de stress? J'étais vraiment pas, je comprenais vraiment pas. Puis, j'ai questionné un peu qu'est-ce qui aurait pu causer tout ça. Puis, évidemment, on a abordé le sujet de la compensation et tout. Mais, quand là, depuis que je l'ai annoncé, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont eu exactement la même Ah blessure. ouais? Et puis, à chaque personne que je parle, tu sais, comme là, je suis rendue au Colorado, puis en fin de semaine, je suis allée à une course, puis je l'ai mentionné. Puis, j'ai au moins 3 personnes qui me, tu sais, le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont eu cette fracture-là est énorme. Puis, c'est pas quelque chose que moi, je savais. En fait, j'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui avait eu ça. Puis, finalement, les personnes qui ont une fracture de stress du pubis sont quand même assez énorme, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Mais quand même, j'ai entendu dire aussi que les hommes, ça pourrait arriver également. Donc, Puis est-ce que ton physio, sachant l'historique avec le psoas depuis l'UTMB, est-ce qu'il y a une corrélation entre tout ça? Est-ce qu'il y a un lien du fait que ben, tu as continué à courir, tu es revenu de cette blessure-là qui était plus longue que prévu? Tu l'as raconté dans les derniers épisodes. Au début, on te parlait de 6 à 8 semaines, je crois, puis finalement, ça s'est avéré être plus long que ça. Le mhm. psoas post-UTMB, le retour à la course, est-ce que c'est l'enchaînement Portugal-Marathon? C'est peut-être tout ça, il n'y a peut-être pas de réponse. Ouais. Mais il y aura pas de réponse assurée. OK. Une chose qui est certaine, c'est que, puis ça, c'est quelque chose que je discute avec mon physio et ma chiro. Euh, En fait, c'est que quand je suis revenue à la course à pied, très rapidement, en fait, j'étais déjà fixée sur mes objectifs qui arrivaient quand même assez rapidement. Parce que quand je suis revenue pour courir en décembre, j'avais Costa Rica qui arrivait en février, tu sais, ça s'enchaînait quand même assez rapidement. Donc, je pense que probablement je suis rentrée trop rapidement dans tout ça, sans prendre le temps de bien guérir mon psoas qui était encore très tendu. Moi, je me disais, tu sais, on va le travailler, on va continuer de travailler, puis éventuellement, ça va partir. Mais malheureusement, ça n'allait pas tant en s'améliorant. C'était quelque chose que j'étais capable de soutenir. C'était pas une douleur qui était extrême, mais ça faisait quand même en sorte que j'avais quand même un assez gros inconfort aussitôt que je frappais environ 40 kilomètres. Et puis, je pense que tout ça s'est amplifié quand j'ai commencé à ajouter le volume, puis j'ai commencé à ajouter la vitesse. Puis quand j'ai ajouté les deux, ben ça fait en sorte que je pense qu'à un moment donné, mon corps n'était pas prêt à prendre tout ça. Puis c'est pourquoi, quand j'ai annoncé que j'avais une fracture de stress, moi, c'est vraiment là-dessus que je veux focuser. C'est le fait que à un moment donné, je pense que je me suis emportée moi-même par rapport aux objectifs que je m'étais fixés pour 2023 en m'entêtant que j'allais être prête. Mhm. Mais mon corps me parlait. Mais mon corps me disait, t'es pas prête à passer à la prochaine étape. Mais moi, j'étais juste trop excitée pour passer à la prochaine étape, puis j'y allais sans respecter la limite que mon corps me donnait. Donc, c'est sûr que c'est une leçon que j'apprends encore une fois à la dure, mais c'est vraiment une leçon que je veux garder avec moi pour le futur, là. C'est vraiment la chose qui m'a le plus parlé de cette expérience-là, puis qui me dit, tu sais, oui, j'ai eu une année 2022 incroyable, mais ça a coûté à mon corps, dans le sens que ça m'a coûté une partie de mon psoas. Et puis, il était pas revenu avant que, en fait, j'avais pas retrouvé les sensations pré-2022, là. Donc, il fallait que, il aurait fallu que je lui donne un peu plus de temps avant de recommencer probablement. Mais c'est beaucoup de pourquoi, c'est beaucoup de ce qu'on pense, mais on saura jamais définitivement ce qui a causé le tout, là. Non, c'est ça. Je suppose que c'est une période qui vient nécessairement avec, oui, un deuil de devoir laisser aller cette saison-là, ces objectifs-là, mais aussi
remise en question? Ou est-ce que tu as est-ce que tu as été longtemps dans c'est quoi l'expression en anglais, un rabbit hole, ce trou-là d'analyser puis de réfléchir à quel moment j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça? Est-ce que tu as été beaucoup dans cette période de remise en question-là? Euh, non, je te dirais que j'ai pas été beaucoup dans la remise en question. J'ai été beaucoup dans le deuil, par contre. Mhm. Dans la semaine qui en est suivi, là, mon annonce de fracture de stress, là, je pense que ça aurait été très difficile de m'avoir pour quoi que ce soit. C'était un peu la blague. La journée où Rémi m'a annoncé que j'avais probablement une fracture de stress, j'étais supposée aller prendre une bière avec Tom Tom et mon ami Raph. Et puis, je leur ai écrit pour leur dire, écoutez, je vais venir vous voir, mais demandez-moi pas comment je vais parce que je pourrais pas répondre à la question. Et Mhm. puis, quand je les ai croisés, en fait, que j'ai croisé Tom, il est juste venu à côté de moi, puis je me suis mis à pleurer. Tu sais, j'ai pleuré, pleuré. Puis, en niaisant, j'ai dit, je t'avais dit de pas me demander comment j'allais. Mais tu sais, j'ai passé une semaine euh, qui était difficile parce que il a fallu que j'accepte le fait que j'avais moi-même pris des choix qui ont fait en sorte que je devais renoncer à ma saison 2023. Ça ne veut pas dire que je pourrais pas revenir fin 2023, je ne sais pas encore, mais j'aime mieux pour le moment croire que je mets une croix sur tout ça, puis si j'ai quelque chose qui arrive, ça va être un bonus. Mais il a fallu que quand même je vive tout ça, puis je trouve ça très important. Je pense que quand on vit des moments comme ça, on doit se donner le temps de vivre ces émotions-là. Je voulais pas tout de suite passer à l'étape prochaine qui était OK, mais tu sais, la remise en question, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce qui a fait en sorte que, tu sais, je pense que je me suis donné vraiment une période de temps qui a fait en sorte que, oui, j'ai vécu mes émotions pleinement. Je me suis entourée des gens qui sont proches de moi, qui me connaissent et avec qui je suis très ouverte à montrer ces émotions-là qui, je crois vraiment qui devaient sortir. Et puis par après, c'est là que je suis passée plus à la remise en question. Mais même là, je pense que la remise en question, ça va être un projet en continu. Je pense que c'est quelque chose que je vais devoir voir avec les spécialistes avec lesquels je vais travailler pour le futur. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux faire que me reposer. Donc, la remise en question va venir par la suite. Je pense qu'il y a eu le deuil, il y a l'acceptation, puis après ça, la remise en question. Je comprends. Je suppose que c'est, oui, des semaines difficiles nécessairement. Euh, Par rapport aux dernières blessures que tu avais pu avoir, tu dis que celle-là le fait mal plus forte que n'importe quelle autre. Ouais. Y a-t-il une raison? C'est parce que c'est une accumulation de choix et d'inconfort comme dans une blessure versus d'autres fois où j'ai l'impression que tu nous l'avais raconté, je pense, le premier épisode que tu es venu, tu étais justement dans une période où tu revenais d'une blessure, c'était Ouais. 2020. Puis souvent, c'était justement un choc une fois, une cheville qui vire, qui cause une blessure, qui là, te met sur la sellette pendant une période. Là, c'est une accumulation. Est-ce que c'est ça qui explique que cette fois-là, c'est plus difficile à avaler? Ben, je pense qu'il y a deux explications. Puis ça, c'est vraiment mon explication personnelle, là. Je peux Mhm. comprendre que chacun ont des expériences différentes, mais pour moi, je trouve que les fractures de stress, c'est toujours plus difficile à accepter parce que, donc ça, c'est la première raison. La fracture de stress, c'est vraiment quelque chose c'est une accumulation de choses qui font en sorte qu'elle va survenir. Donc, c'est une accumulation de choix qui fait en sorte que tu vas l'avoir. Puis évidemment, je pense qu'il y a un moment donné, il y a des choses qu'on contrôle pas, puis je veux pas mettre ça sur tout le monde. Mais je pense que pour moi, probablement que, tu sais, quand j'ai senti quelque chose de plus vite, probablement qu'il aurait fallu que je dise à quelqu'un, hey, j'ai quelque chose ici, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'on ait une discussion. Tandis que moi, j'ai la tendance à dire non, ça va le faire, puis c'est pas vraiment important, puis c'est une portion de ma personnalité qui est très bénéfique par moment parce que justement, je pousse à travers des choses que, tu sais, comme l'UTMB, par exemple, là, le fait que j'ai été capable de courir sur un psoas déchiré. Donc, j'en suis reconnaissante, mais je trouve que la fracture de stress, c'est quand même plus difficile à accepter parce que c'est toi qui as fait en sorte que chaque pas que tu as pris a fait en sorte que tu as une fracture de stress au final. Donc, pour moi, c'est plus difficile à accepter parce que je le sais que c'est mon série de choix. Tandis que souvent, mettons, quand je me suis cassé la jambe ou un accident où tu tournes la cheville, c'est un peu un bad luck. Puis, bien que tu peux faire des choses pour prévenir tout ça, c'est plus une bad luck. Donc, je trouve ça plus difficile à accepter une fracture de stress. Mais c'est vraiment, encore une fois, je veux pas dire que tout le monde devrait se sentir comme ça. C'est juste que moi, personnellement, c'est comme ça que je le sens. Euh,
Et puis en deuxième lieu, je pense que ça a été vraiment difficile parce que l'année 2022, c'était vraiment une année exceptionnelle pour moi. Et puis j'en suis vraiment ressortie ultra motivée pour pour la suite des choses. Donc j'étais vraiment sur un high comme quoi, tu sais, j'avais très très hâte à la Western States, j'avais très très hâte à retourner à l'UTMB. J'avais très hâte de me relancer sur des courses. Et puis, je pense que quand tu pars de haut, ben quand tu tombes, ben c'est en fait quand tu pars de plus haut, c'est sûr que le plus que tu vas tomber, le plus que ça va faire mal. Puis moi, c'est vraiment là que ça a fait. En fait, je suis d'autant plus que je revenais du Portugal où j'ai eu un camp incroyable avec des athlètes incroyables. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis je reviens tout d'un coup avec une fracture de stress. Puis ce qui est très triste de la fracture de stress, c'est que il y a rien que je peux faire. Puis il faut juste que j'attende, il faut que je sois patiente. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes à savoir combien de temps ça va prendre pour guérir, qu'est-ce que je peux faire pendant la guérison, est-ce que je suis mieux de prendre repos total, est-ce que je suis mieux de quand même faire du sport. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Donc, tous ces éléments-là ont fait en sorte que ça a été quand même assez très difficile pour moi d'accepter. Puis, habituellement, je te dirais que mon deuil, il dure plus 2 jours, 3 jours. Mais là, ça a été une bonne semaine, semaine et demie. Jusqu'à temps que je puisse enfin tourner la page un peu. Puis je te dirais aussi que avoir le tu sais, quand je me suis cassé la jambe, c'était assez immédiat, là, tu sais, sur le champ, je pouvais dire oui, j'ai la jambe cassée, puis OK, très rapidement, je peux me faire à l'idée que c'est ce qui est arrivé. Tandis que ma résonance magnétique, je l'ai pas eu avant un bon 8 jours après le marathon. Donc, déjà là, tu as un 8 jours d'incertitude. Après ça, tu as la Ouais. résonance, tu attends le résultat. Puis après ça, il faut que tu l'acceptes. Donc, c'est vraiment une période qui est plus difficile. Puis, je suis triste justement que les fractures de stress, on n'en parle pas plus. Je trouve vraiment que c'est une blessure qu'on ne parle pas assez. Dans le sens que, comme je te dis, moi, quand je l'ai mentionné, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ont aussi eu ça, mais je n'étais pas au courant que autant de gens avaient cette blessure-là. Fait que j'imagine qu'il y a potentiellement l'émotion que je ressens qui est un peu plus comme la culpabilité est probablement ressentie par d'autres gens, mais qui n'est potentiellement pas partagée. Mais c'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression que, je veux pas le dire avec aucun jugement du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être cet aspect-là, culpabilité, qui fait qu'on n'en parle pas assez. Puis pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de coureurs autour de moi, autour de toi, je suis certain, autour de plein d'autres, que quand tu connais personnellement des gens, là, on en parle, puis oui, j'en reviens d'une fracture de stress, ça a été difficile parce que c'est des retours qui sont très inégaux. Il y a des gens que c'est pas long, donc que c'est long, puis les diagnostics sont pas clairs. C'est pas comme une cassure ou une foulure, où des fois, tu as des Mhm. horizons de temps, OK, d'ici X temps, ça devrait être remis. Fracture de stress, ça peut être très long, mais l'aspect dont tu parles, le côté, il y a une accumulation, il y a des fois des signaux, des red flags qui lèvent ou des lumières dans le dash qui allument, puis on ferme les yeux ou on se dit que ça va passer. Il y a un petit côté peut-être de culpabilité qui vient avec ça. C'est peut-être une des raisons pour laquelle les gens en parlent moins. Puis pourtant, au contraire, on devrait en parler. Puis ton histoire en ce moment, puis celle de tellement d'autres personnes qui devraient ne pas hésiter à le partager à leurs amis coureurs, dans leur club de course, peu importe. Tu sais, il y a une portion de prévention-ish qui peut venir du fait de, quand on a un inconfort, ne pas attendre avant de consulter ou ne pas juste fermer les yeux puis de continuer. Tu sais. Ouais. Ouais, puis je te dirais que, en tout cas, pour moi, encore une fois, je parle juste pour moi, euh, c'est vraiment ça qui se passe dans le sens que, comme moi, au début, ça a été difficile aussi parce que, étant donné que j'avais pas la certitude que c'était ça, je voulais même pas dire aux gens que je pensais que j'avais une fracture de stress parce que je trouvais que c'était pas, c'est comme si j'avouais que j'avais pas pris des bonnes décisions puis que puis je comprends qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui font en sorte qu'une fracture de stress, c'est pas juste une série de mauvaises décisions, c'est aussi le physique de chacun, beaucoup de circonstances, mais n'empêche que tu as un sentiment beaucoup plus coupable parce que c'est toi qui as fait en sorte que tu t'es mené là. Donc, j'ai trouvé ça plus difficile de l'avouer, mais une fois que je l'ai dit, j'ai dit, OK, là, c'est bon, là, c'est dit, puis là, je peux passer à autre chose. Puis ça m'a fait un énorme bien. Puis c'est pour ça que j'encourage les gens, tu sais, si jamais ça leur arrive encore de le dire, parce qu'une fois que tu le dis, au moins, en tout cas, pour moi, ça m'a fait du bien parce que j'avais pu à l'annoncer aussi un par un, comme, pourquoi je courais pas depuis Boston, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je pense que j'ai, tu sais, c'est une fois que tu l'avoues, tu peux passer à autre chose, puis tu sais, ça fait partie de la vie des coureurs, puis ça fait partie de la vie des ultra-coureurs, puis les fractures de stress, comme je t'ai dit, depuis que je l'ai mentionné, il y a énormément de personnes qui m'en parlent, donc je sais que ça fait partie de la vie courante des coureurs, c'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup.
Non, non, exactement. Tu parlais tantôt que tu t'es permis une période de deuil. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça positif d'en parler de ça aussi parce que des fois, on a l'impression que dans la vie, on veut être un peu Superman, Superwoman, là, de ça. OK, il y a de quoi qui se passe, mais gars, je me suis relevé les manches en une journée, je t'ai remis, puis je t'ai reparti, puis tu sais, on peut se permettre on n'est pas inébranlable, puis on a le droit de se permettre ces moments-là. Puis je trouve ça intéressant que tu en parles aussi de ça, que tu t'es permis cette période-là. On a le droit d'être dans le creux, puis de passer du temps là, puis des fois d'essayer de revenir trop vite, juste mentalement, juste de faire comme si rien n'était. C'est pire au final, là. Ouais. Oui, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, dans le sens que, en fait, je pense que ça aurait été nécessaire dans mon cas, là. Je pense pas que j'aurais été capable de tourner la page en un claquement de doigts. Puis je pense aussi que ça bâtit ma motivation. Ça me rappelle à quel point c'est important pour moi. Puis ça me rappelle que je fais ça parce que, tu sais, c'est super important puis que j'adore ça. Puis vivre le deuil me rappelle que, puis en fait, c'est un deuil que je vais pouvoir, j'espère, mettre de côté dans le sens que j'espère que je vais pouvoir retrouver mon amour pour la course à pied. Mais c'est certain que je dois tourner la page, puis pendant 3 mois, je pourrais pas courir, puis c'est ça qui est difficile. Mais je trouve que ça a son positif et ça se doit d'être vécu pour pouvoir tourner la page éventuellement. Je pense que si tu fais juste à semblant que c'est pas important, ben, c'est là que tu vivras jamais tes émotions, puis tes émotions, tu peux les utiliser par après. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai fait, mais en toute honnêteté aussi, cette fois-ci, c'était pas du tout stratégique, c'était vraiment très c'était vraiment très humain, là, ce que je vivais à ce moment-là. Ouais, mais c'est bien de se permettre de le vivre, puis de Ouais. l'accepter, de l'accueillir. Vous connaissez le Trans-Charlevoix, la course par étapes créée l'an dernier par Événement Arcana. Ben, cette année, ça revient dans une formule similaire du 25 au 27 août, mais il y a une nouvelle twist pas mal intéressante pour le jour 3. Si vous voulez goûter au Trans-Charlevoix sans vous inscrire puis compléter l'épreuve complète, vous avez l'opportunité de courir la 3e étape le dimanche 27 août entre Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul. On parle d'un parcours qui est magnifique, roulant, sauvage, des beaux points de vue. C'est 29 km, 1100 mètres de dénivelé positif. L'occasion parfaite de tester vos jambes sur l'un des plus beaux sentiers au Québec dans l'un des plus bels événements au Québec. Puis je suis prêt à gager qu'après avoir goûté à l'étape 3, vous allez vouloir participer à l'épreuve complète dans le futur. C'est ouvert aux proches des participants, mais aussi à n'importe quel curieux qui a le goût d'essayer. Et pour seulement 89 $, ben vous avez accès, oui, au parcours et à la course, mais surtout aux navettes, aux ravitaux, au repas, à la bière d'après-course. Bref, une immersion complète dans le Trans-Charlevoix. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur le transcharlevoix.com, inscrivez-vous, mettez un X dans votre calendrier et préparez-vous à aller triper le 27 août prochain au Trans-Charlevoix. À force d'enregistrer des épisodes avec toi, les gens ont découvert aussi dans ta personnalité, dans ta carrière de coureuse, d'athlète, il y a tout le côté expérience humaine, voyage, aventure, connexion avec les autres qui vient des fois, j'ai l'impression, au-delà même des performances, que ça fait partie de l'aventure. Ce que je trouve le fun, ben là, d'abord, tu es à Boulder, tu es en train de me parler de l'autre bout de l'Amérique, au Colorado. J'ai l'impression qu'on s'en parle un peu avant, là, mais tu as continué ce côté-là. T'sais. La course n'est plus là pour un temps. On prend une petite pause, on met ça sur la glace. Mais tout le reste de ce que tu aimais de justement ton parcours de coureuse, ben, tu continues de le faire. Là. Tu es à Boulder en ce moment. Tu continues de t'impliquer. Tu étais dans une course la semaine passée. Tu étais là, tu parlais à des gens. Fait que tu restes un pied à l'intérieur. Tu restes connecté. C'est important pour toi. Ouais, c'est super important pour moi. Je pense que, en fait, je trouve que on a toujours sa place dans la communauté de trail, peu importe si on est en santé ou si on est blessé. Puis je pense qu'on passe Clairement. tous par là. Et puis, ce serait facile pour moi de juste essayer de fermer fermer la porte au monde de la trail puis essayer d'oublier pendant 3 mois. Mais c'est pas ce que je souhaite en fait. C'est sûr que ça m'amène encore beaucoup de bonheur. Puis je veux pouvoir continuer de faire partie de la communauté parce que je pense que en fait, pour moi et pour les autres, je pense que c'est super important de montrer que il y a pas juste du positif, il y a aussi des choses qui sont plus difficiles. Puis les autres peuvent m'aider autant que moi, je peux les aider quand je vais être en santé, puis s'il y a les gens qui sont blessés. Et puis donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de continuer. Je pense que si je restais, si je disais non à tous les plans de l'été, en fait, ce qui arrive, c'est que j'avais planifié faire 2 mois aux États-Unis, puis 2 mois en Europe en préparation de la Western States et l'UTMB.
Et puis, j'avais l'impression que si je disais non à tous ces plans-là, c'est comme si vraiment, là, je faisais le deuil d'un gros été d'expérience. Et puis, c'est pas juste la course. En fait, ces voyages-là, ça me permet de rencontrer tout plein de gens, peu importe si je suis capable de courir ou pas. C'est sûr que je rencontre pas les gens de la même façon, mais ça me permet quand même de continuer de vivre les expériences. Et puis, Salomon a été super avec ça. Tu sais, je vais aller avec l'équipe Salomon pour la Western et j'espère aussi pour l'UTMB. Je sais pas dans quel état je vais être pour l'UTMB, mais donc tout ça pour dire que je veux continuer quand même à faire ça parce que c'est ce qui fait en sorte que je pense qu'il va me garder quand même assez sane. Je sais pas comment dire en français, là, mais Scène d'esprit. ouais, saine d'esprit, disons. Fait que qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines, prochains mois? Ben ça, c'est la chose, mais une chose que j'ai décidé de faire aussi, tu sais, je trouve ça drôle, il y a beaucoup de gens qui me disent quels sont les hobbies que je vais faire au lieu de courir. Puis je me cherche pas nécessairement à avoir un passe-temps. Pour moi, en fait, ce que je trouve difficile parfois par la pratique de l'ultra, c'est le temps que ça me prend. Et puis par ce temps-là, ben c'est sûr que ça m'empêche de passer du temps par moment avec mes amis ou ma famille. Ma famille, j'ai des neveux, j'ai des nièces, et puis ça me fait toujours de la peine un peu quand je les vois pas pour plus longtemps parce que j'ai passé la journée à courir en plus de travailler. Donc, ce que je veux faire, c'est que là, je suis venue passer une semaine à Boulder, mais juste avant d'aller en Californie pour la Western State, je vais aussi aller passer du temps à Vancouver avec mes deux neveux. Et puis après ça, je vais aller passer le mois là, à la Western pour supporter les amis, les coéquipiers qui vont faire la Western States. Et puis après ça, ben, je vais me diriger plus vers l'Europe là, qui va avoir le même effet pour l'UTMB. En repassant par le Québec un peu là, pour voir ma famille également. Mais ce qui est cool, c'est que moi, j'avais réservé une maison avec toute ma famille pour la Western States. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que, étant donné que je ne ferai pas la course, ben, on va pouvoir se retrouver en chalet, toute la famille. Puis, ça fait vraiment longtemps que ça s'est pas passé sans que j'ai à me soucier pour une course. Donc, j'essaie de faire en sorte que je vois le positif un peu, là. Puis, je me dis, ça va quand même être reposant, là, de se voir, là, tous ensemble, passer du temps, tu sais, une semaine de qualité au lac Tao avec la famille au Gun au complet. Ça va quand même être super. Donc, il y a des petites affaires comme ça. Puis, c'est la même chose pour l'UTMB. En fait, ma famille était supposée venir pour l'UTMB. Puis, tout le monde a décidé de venir quand même parce que tout était booké. Puis, c'est des beaux voyages, c'est des beaux moments. Puis, il faut se rappeler que il n'y a pas que la performance. On fait ça pour l'expérience que ça nous donne. Puis, ben, je réussis quand même à aller chercher des belles expériences de vie. Donc, on continue. Fait qu'on dit en intro que c'est pas un en route vers Western State, mais au final, ça en est un quand même parce que ton histoire, ton trajet va se rendre jusque-là, puis tu vas le vivre différemment. Je Ouais. comprends que tu vas être là pour supporter l'équipe. As-tu déjà des jobs? As-tu déjà des mandats là, de faire le crew pour XY coureur? Non, mais c'est sûr que j'ai dit à Mathieu que je serais là pour faire sa Ben crew oui, au besoin, là. c'est Évidemment, ma on a prochaine Alix. question. Ouais, ben c'est sûr qu'Alix est là, mais la Western State, c'est assez compliqué. Habituellement, tu Ouais, as c'est besoin ça. d'une crew 1 puis une crew 2. Donc, je me porte volontiers, évidemment, pour le crew 2. Donc, c'est ce que je m'aligne pour ça, là, mais on n'en a pas discuté encore, là. La première discussion, c'était plutôt les plans, les plans de voyage. Puis après ça, évidemment, quand on va se retrouver en personne, je pense qu'on va discuter de la suite des choses, mais c'est vraiment le plan initial. Puis encore une fois, je pense que ça va être la même chose pour l'UTMB, là, qui est-ce que je vais pouvoir aider. Puis ça aussi, c'est des expériences que, tu sais, quand on parlait de pourquoi est-ce que je continue de faire ça avec la communauté, je pense que c'est des expériences tout aussi enrichissantes, là, de faire la crew pour quelqu'un que de participer à la course. Donc, c'est sûr que je vais vouloir faire ça, là, que au lieu de regarder la course en live, de mon salon, j'aime mieux être là en action. Clairement, clairement. Il y a une question que je voulais te poser. On s'en va champ gauche complètement. Tu vas voir. Vas-y. Euh, t'es clairement suivie par beaucoup de monde. T'es inspirante comme athlète, mais t'es inspirante comme personne. Puis l'épisode qui vient de se passer, je pense, le prouve encore une fois. Je pense que le fait que les gens aiment te suivre, c'est même pas tant pour l'aspect performance, wow, troisième place à Western. C'est plus, wow, quelle athlète, mais surtout quelle humaine, quelle coureuse. Puis je sens qu'il y a une autre athlète qui a un peu la même vibe, c'est Courtney DeWalter, qui, oui, est ultra performante aussi, mais les gens la suivent pas parce qu'elle a des belles médailles puis des beaux finishes. Tu sais, on s'entend, il y en a plein d'athlètes performants qui sont moins suivis, qui sont moins inspirants. Elle l'est par sa personnalité, par son approche du sport. Ma question geek du jour, toi qui l'as côtoyé dans le camp Salomon et tout,
comment elle est au quotidien? Comment elle est cette personne-là, cette athlète-là? Ouais, Courtney est vraiment cool. Tu sais, elle est super plaisante. En fait, c'est ça qui m'attriste beaucoup là, par rapport à la Western, c'est que on a couru énormément ensemble là, pendant le 4 ans au Portugal. Parce que ben il y avait souvent des distances là, comme des gens qui faisaient plus court, des gens qui faisaient plus long. Puis ben tous les jours, Courtney et moi, on se retrouvait là, à faire la plus longue distance. Et puis elle était super sympathique, tu sais, elle disait des choses comme quoi elle voudrait qu'on court ensemble durant la Western. Et puis en fait, moi je lui ai dit que je venais au Colorado, donc j'étais supposée aller vivre à Leadville avec elle pendant des semaines pour s'entraîner avant la Western. Fait que tout ça en fait en sorte que en fait j'étais super primée, tu sais, pour venir ici au Colorado m'entraîner pour aller faire la Western. Ça fait que ça a rendu le tout encore plus difficile, mais mon point en racontant cette histoire-là, c'est sûr que tu sais, Courtney est super humaine, là, je veux dire, elle est super plaisante à côtoyer, puis je pense que l'image qu'elle envoie sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est celle qu'elle est réellement. Donc non, je pense que tu fais bien de poser la question parce que oui, elle est extrêmement comme ça, puis c'est une personne qui est vraiment très cool. Et puis probablement que je vais quand même aller la voir à Leadville, mais ce sera pas pour partager des kilomètres en montagne, mais plutôt pour prendre une bière et des choux de Bruxelles. Il y a un restaurant à Leadville qui a des super bons choux de Bruxelles. Ah, intéressant. Je savais pas que Ouais. Leadville était connue pour ses choux de Bruxelles. Ben, je vous le dis, si jamais il y a quelqu'un qui fait une course à Leadville, là, faut vraiment aller manger des choux de Bruxelles. C'est bon à savoir. Ouais. Ben, merci beaucoup, Marianne, d'être venue comme ça raconter ce moment-là, je veux dire, plus difficile. T'es venu raconter des gros highs l'année passée, des préparations, mais surtout des lendemains de course où justement il s'était passé des grandes choses. Mais d'être capable de venir comme ça puis de le raconter aussi quand ça va moins bien, je sais que ça rend pas le truc plus facile. Ça doit être difficile de retomber là-dedans, mais de le raconter, nécessairement, ça va impacter les gens, ça va influencer les gens, ça va inspirer les gens parce que c'est quelque chose que plein de monde vit. Puis il y a plein de belles leçons qu'on peut tirer de ce que tu as raconté. Fait que merci encore une fois de cette ouverture-là à le faire. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Je pense que c'est important de montrer que, tu sais, oui, c'est possible de tourner la page, mais je pense qu'il faut acquiescer le fait que des fois, on passe tous des moments plus difficiles, puis c'est important. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à tourner la page, en fait, j'ai parlé à un moment donné pendant que j'étais dans ma semaine de deuil, là. Mon frère, justement, il m'a dit qu'il m'avait jamais vu aussi triste, tu sais, dans toutes mes blessures dans le passé. J'avais toujours pas réussi à passer au travers. Et puis, son commentaire, c'était que, il trouvait ça triste que, tu sais, dans le fond, on vive des moments aussi forts comme on a vécu en 2022 avec ma Western States et l'UTMB, puis que ces moments-là forts ne durent pas plus longtemps comme célébration. Puis j'ai trouvé ça vraiment vrai. En fait, c'est vrai que, tu sais, on travaille tellement fort pour faire ce qu'on fait en ultra, puis je pense que des fois, il faut s'arrêter puis prendre le moment de dire que oui, on travaille vraiment fort. Et puis, on doit s'en réjouir plus longtemps que juste une saison. Euh, Mhm. et puis, si je suis pas capable de rien faire en 2023, ben je me dis, je vais donner ma meilleure chance pour 2024, mais je dois quand même garder ces moments-là qui m'ont été chers en 2022, puis réaliser que on peut continuer d'aller de l'avant, puis se réjouir de ce qu'on a fait dans le passé, puis comprendre qu'on a un futur qui est devant nous. Ouais, puis des fois, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un peu de perspective pour réaliser des choses. Je sais pas toi si ça te Ouais. fait ça. Moi, je sais que des fois, dans des gros highs de vie, peu importe la situation, pendant, tu es un peu dans le feu de l'action, puis il y a une déconnexion ou une trop grande connexion avec la réalité qui fait qu'on n'a pas cette perspective-là. Puis des fois, ça prend ce pas de recul-là. Puis tant mieux ce qui peut émaner, le positif qui peut émaner de ce que tu vis en ce moment, c'est que tu regardes puis que tu réalises ce qui se passe. Puis quand tu vas voir les gens suivre la Western State, comprendre l'engouement autour de ce top 10 de femmes-là qui accomplissent quelque chose d'exceptionnel, de se dire fuck, l'année passée, j'étais là, puis j'ai fini troisième, puis ça a créé tout ça autour. Tu sais, je veux dire, le Québec, la communauté trail au complet buzzait à te suivre, puis Ouais. je veux dire, te craquer du monde à mettre leurs choses, puis sortir dehors à aller jouer dans le bois, puis c'est tout ça, des fois, ça peut prendre du temps. En tout cas, je te le pitch de même, puis rappelle-toi-en, mais c'est vrai que ce genre d'histoire-là, c'est trop court le moment où on le célèbre, là. Oui, puis je pense que c'est vrai aussi pour les moments, tu sais, quand ça va pas bien, puis tu penses que ça va vraiment pas bien, tu sais, dans le sens que moi, quand j'ai commencé à réaliser que j'avais potentiellement une fracture de stress, c'est la même chose, c'est que tu es hyper focus sur ce qui se passe, puis tu dis, mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais
il nécessite juste que tu prennes un pas de recul puis tu te dis, attends un peu, c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, c'est juste la saison 2023 puis potentiellement que 2024, ça revient. Fait que je pense que il faut vraiment qu'on fasse cet exercice-là dans les deux cas. Il faut qu'on prenne un pas de recul quand ça va bien, mais il faut qu'on prenne un pas de recul aussi quand ça va pas bien. T'sais, oui, c'est potentiellement la fin du monde à la seconde près où tu apprends la nouvelle, mais 3 minutes plus tard, potentiellement, c'est plus facile à accepter. Donc, c'est comme ça que je dis aux gens parce que j'ai énormément la question, comment est-ce que je fais pour revenir dans le positif dans ces blessures comme ça. C'est ce que je veux dire aux gens, c'est de réaliser que c'est vraiment comme une petite portion de ton temps. Là, si vraiment en réalité, ça va me prendre juste 3 mois, me remettre de ma fracture de stress, 3 mois, c'est pas beaucoup dans la durée d'une vie. Puis il faut qu'on se rappelle de ça. Ouais. Des fois, c'est de se dire, mettons que ma vie au complet, je la ramène sur un 24 heures. La passe rough en ce moment qui dure quelques semaines, quelques mois, au final, dans ta vie, c'est 1 minute et demie. Tu sais. Ouais, exact. Des fois, il faut juste se rappeler ces choses-là. Merci beaucoup, Marianne. C'est super inspirant de t'entendre. Puis c'est beau de voir que tu es déjà en train de voir du positif à travers ça. C'est quand même rapide, tu sais, même si la période de deuil a été longue par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Ça reste que j'ai l'impression que c'est rapidement revenu dans le positif. Puis on t'a vu partager des niaiseries sur les médias sociaux, des trucs drôles, des trucs qui font rire. Puis Ouais. tant mieux si tu es déjà dans ce côté-là. Du deuil ou dans cette phase-là. Puis on souhaite un bon rétablissement. Puis on aura certainement l'occasion de se reparler. La série, si tu le veux bien, est toujours disponible. Le micro de Pas sorti du bois est toujours là pour poursuivre. Puis écoute, tu pourras t'amuser avec Nico, Dan et moi à jouer au jeu de la prédiction à la place. C'est parfait. Ce sera un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ben, merci beaucoup, Marianne. Encore une Merci fois, à je ne sais toi. pas c'était le combienième. Je calcule plus le nombre de en route qu'on a fait ensemble, mais merci encore une fois d'être venu partager. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC, qui est le partenaire officiel, Noctem, qui m'a offert une super catnip aujourd'hui qui était excellente, Capic 1, qui est le partenaire caféiné du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un retour à un épisode régulier de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.